Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de la vie à un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler compatibilité dans un couple, dans une relation, dans une rencontre amoureuse. J'en ai un peu parlé la semaine dernière, donc je vais faire suite à cet épisode parce qu'en fait, on me parle beaucoup de notions de compatibilité quand je suis en coaching, mais je l'entends aussi en fait autour de moi. Ce besoin d'être compatible, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est important? Voilà ce que j'avais envie de développer avec vous. Et notamment, quand on est dans un attachement anxieux ou dans la dépendance affective, pourquoi on cherche tant à être compatible avec l'autre, mais surtout, pourquoi on se raccroche à cette notion de compatibilité. On va parler de ça ensemble aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'être compatible, c'est pas rire ensemble et le sexe est great. Vraiment, ça c'est juste le minimum syndical, on va dire, d'une relation. C'est pas un critère de compatibilité. C'est comme me dire, moi, mon critère chez un homme, c'est qu'il soit gentil. En fait, être gentil, être bienveillant, si ce n'est pas la base pour vous, bah c'est compliqué parce que ça veut dire que dans vos relations, quelles qu'elles soient, vous ne recherchez pas ça de toute évidence et ça devient une qualité. Donc oui, ça en est une parce que moi aussi je reconnais qu'il y ait des personnes qui soient profondément gentilles, mais pour autant être sympa avec les autres, c'est censé être la base. C'est comme dire bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir. C'est juste les bases de la politesse. Bah en fait, la base d'être un humain, on va dire, avec qui on a envie de relationner, bah c'est être gentil, être bienveillant. Euh, Bref, après chacun a ses critères, mais pour moi la gentillesse ne doit pas être un critère, c'est censé être un fondamental. Bah, pour la compatibilité, c'est un peu pareil en réalité. Les bases d'une relation, c'est qu'on s'entende bien, que ça se passe bien, et ça, c'est pas de la compatibilité. C'est-à-dire que on confond, et c'est ce que je disais dans le dernier podcast, ce truc de connexion de dingue, mais il veut pas de relation, il veut pas s'engager. Ou on est pareil, mais en fait, vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas le même rythme de vie, vous n'avez pas les mêmes projets de vie, donc vous n'êtes absolument pas alignés. Pour moi, c'est quand même essentiel quand... Et d'ailleurs, vraiment là, je prends mon rôle à cœur de coach qui est spécialisé dans l'attachement anxieux, dans la dépendance affective, dans les relations, peu importe, j'aime pas me mettre d'étiquette, mais vous avez compris l'idée, de vous dire que ces choses-là vont être plus importantes que le feeling, que la complicité. Même si ça compte. On est bien d'accord, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous soyez avec quelqu'un avec qui vous vous ennuyez toute la journée. C'est absolument pas ça. Mais si vous basez votre relation là-dessus, le problème c'est qu'à terme, vous allez... Enfin, il y a un moment en fait dans la relation où vous allez être coincé. Donc pour moi, c'est important de redonner une définition saine à la compatibilité. Pour moi, la compatibilité, c'est une vision de vie qui va être compatible. Qu'est-ce qu'on veut comme environnement de vie? Quel type de travail on a envie d'avoir? Où est-ce qu'on a envie d'aller? Où est-ce qu'on a envie de vivre, d'évoluer? Est-ce que nos besoins affectifs sont compatibles? Et ça, extrêmement souvent, vous vous rendez compte que vos besoins affectifs ne le sont pas. Et donc, oui, il peut y avoir des différences, bien évidemment. On n'est pas obligé d'être avec quelqu'un qui soit un copier-coller de qui on est. Néanmoins, par expérience professionnelle surtout, je sais bien que la compatibilité des besoins affectifs, elle a un rôle extrêmement important pour des personnes qui ont un attachement anxieux. Pour la simple et bonne raison qu'on est tellement dans une hypervigilance, qu'on va faire attention à tous les petits détails, il y a une forme d'hypersensibilité qui se crée à l'emoji qui n'est pas mis, à le changement de ton, le changement d'attitude, que les besoins affectifs vont avoir toute leur place. Si je me sens aimée quand tu me fais un câlin et que tu n'es pas tactile, ça va être difficile pour moi de reconnaître l'amour à travers les services que tu vas me rendre ou les cadeaux que tu vas me faire. Donc c'est quand même important
que l'autre puisse juste entendre quels sont nos besoins affectifs et de reconnaître si oui ou non on est capable d'y répondre. Mais je parle de vos partenaires, mais en réalité, ça vous concerne aussi. Si vous avez un partenaire qui dit, moi, j'ai besoin qu'on fasse plein d'expériences, qu'on fasse plein de choses ensemble, qu'on soit tout le temps à droite, à gauche, etc. Parce qu'en plus, ça va réunir la vision de vie, supplément besoin affectif, parce que la personne, c'est de cette manière-là qu'elle se sent aimée, que vous organisiez plein de choses pour elle, pour lui, euh, bah voilà, si c'est pas votre cas et que c'est pas du tout votre truc, bah, l'autre ne va pas se sentir aimé. Donc la compatibilité des besoins affectifs, je la mettrais même finalement en numéro un. La compatibilité, c'est aussi la façon de gérer les conflits. Et ça, on n'en parle pas suffisamment, et moi-même, j'en parle pas suffisamment, mais c'est une réalité. Parce que on n'a pas grandi dans les mêmes environnements. Ça, c'est aussi la réalité du terrain. C'est que il y a des enfants qui vont évoluer dans un environnement où crier, c'est juste la manière de communiquer. Et donc, quand ils arrivent dans une relation amoureuse à l'âge adulte ou quand il y a un conflit, bah, en fait, ils ne comprennent que par la manière forte, c'est-à-dire en criant, alors que vous êtes face à quelqu'un qui a grandi dans un environnement entre guillemets plus sain, où il y avait beaucoup de communication, où on discutait des choses, on parlait de ses émotions, etc. De toute évidence, on ne va pas gérer les émotions de la même manière et les conflits de la même manière. C'est-à-dire que face à quelqu'un qui va crier, la personne qui n'a pas eu l'habitude de ça va se sentir hyper en danger ou ne va pas du tout comprendre ou va devoir poser ses limites. Donc la façon de gérer les conflits, elle est tout aussi essentielle. Et ça, heureusement, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Ça s'apprend de gérer les conflits autour d'une table en se posant, en discutant, en apprenant la communication non violente, de comprendre qu'on peut communiquer en parlant de soi et pas en reprochant à l'autre. C'est pas facile parce qu'on est beaucoup dans l'ego, on reste des êtres humains, mais la compatibilité, elle se joue aussi beaucoup à cet endroit, selon moi. Et je le vois beaucoup dans mes coachings d'ailleurs, c'est qu'il y a vachement de dissonance en fait entre les partenaires respectifs sur la manière de gérer les conflits, où il y en a un qui crie, etc. En plus, si vous êtes dans un attachement anxieux et que vous êtes avec quelqu'un qui a un attachement évitant, très souvent, la gestion des conflits, c'est là où vous allez avoir le plus de problèmes. Parce que vous n'êtes déjà pas dans un modèle, on va dire, affectif similaire. Donc vous n'avez pas les mêmes besoins de manière générale, pas les mêmes besoins affectifs. La personne qui a un attachement anxieux, elle va être beaucoup plus... elle va toujours avoir peur qu'on l'abandonne, peur que l'autre parte, etc. Et du coup, la personne qui a un attachement évitant, dans le conflit, elle va avoir tendance à se barrer parce que ne sait pas quoi dire, parce que n'a jamais appris en fait à gérer cette partie-là. Et donc, bah là, c'est réactivation des blessures respectives. Donc c'est hyper compliqué d'être avec quelqu'un qui ne gère pas les conflits de la même manière que nous. Alors, non, je rectifie ce que je dis. C'est pas un problème d'être avec une personne qui a pas la même manière de gérer les conflits si on a l'envie d'apprendre et de mieux faire avec l'autre. Si la personne est capable de dire je sais que je reconnais que j'ai tendance à fuir pendant ces discussions, mais j'ai plus envie que ça se passe comme ça parce que je vois que ça te fait de la peine, donc je vais m'asseoir à cette table et on va discuter. Par contre, il faut que tu comprennes que il y a des moments où ça devient trop lourd pour moi. Ok, bah, est-ce qu'on peut avoir un nom de code, un signal qui permette de voir que là c'est trop, ou que cette personne-là puisse apprendre à juste dire, écoute là j'arrive à atteindre mes limites, je préfère qu'on en discute un peu plus tard parce que je sens que j'ai envie de fuir à ce moment-là. Et que la personne qui est dans l'attachement anxieux puisse exprimer, je sais que moi je vais avoir tendance à mettre mes émotions sur la table, à me victimiser, parce qu'en fait, c'est pas un gros mot, hein. Quand on est dans un attachement anxieux, on fait ça pour avoir l'attention de l'autre, parce qu'on n'a plus de ressources nécessaires. Au même titre que l'autre part, dans l'attachement anxieux, on a tendance à vouloir ramener l'attention sur nous, les émotions sur nous, l'amour sur nous. Donc on tente en fait une forme de victimisation de je ne mérite pas, je suis horrible, c'est pour ça que tu fais pas ça pour moi. Donc c'est pour ça que je vous dis, je fais une grosse parenthèse sur la façon de gérer les conflits, mais c'est extrêmement important de comprendre ça et de comprendre que oui, la personne qui a un attachement anxieux peut dire à un moment
quand tu agis comme ça, moi, je me sens abandonnée. Je sais que là, c'est compliqué pour moi, c'est douloureux pour moi. Et ce que je te dis, je le dis avec mes émotions, c'est pas un reproche que j'ai envie de te faire. Donc, ça demande vraiment du travail. Et je pense d'ailleurs, peut-être que c'est mon expérience personnelle, mais enfin, non, parce que je l'observe aussi, mais c'est vraiment la partie peut-être qui demande le plus de travail dans un couple. Parce qu'on doit apprendre à se connaître, à comprendre les blessures qui se réactivent au moment des conflits. Euh, et du coup, d'apprendre à communiquer avec l'autre alors qu'on a nos propres blessures, notre propre ego. Donc, c'est vraiment pas évident. Pour qu'on puisse réussir à communiquer, il faut à la fois être honnête envers soi-même, mais aussi essayer d'entendre et de comprendre l'autre. Et donc, voilà, c'est pas toujours très équilibré. On n'arrive pas toujours à faire ça. C'est pour ça que je vous dis, ça demande vraiment, vraiment du taf. Mais en tout cas, si vous avez l'impression que dans la relation dans laquelle vous êtes, vous n'arrivez pas à gérer les conflits et que les conflits ne se gèrent que par on fait comme si rien ne s'était passé ou réconciliation sur l'oreiller, vous ne gérez pas les conflits. Hein. Ça s'appelle pas gestion des conflits. Ça marche, mais c'est mettre des conflits sous le tapis. Et vraiment, je pense à une cliente là, je sais très bien que quand on a tendance à ne plus du tout en parler, c'est là que ça devient problématique. Donc s'il y a des sujets compliqués dans votre couple dont vous avez décidé de ne plus du tout parler, mais qui ne sont pas réglés, ça va vous exploser au visage à un moment. Il y a de fortes chances en tout cas. Et la compatibilité, c'est aussi tout j'allais dire le tempo relationnel, c'est-à-dire à quel moment on s'engage, notre disponibilité, le rythme dans la relation, etc. Parce que ça, c'est aussi une réalité. Euh, Quand on va pas au même rythme, ça crée des conflits, en fait. Parce que s'il y a une des deux personnes qui s'engage énormément, qui a déjà envie de présenter à tous ses amis, qui a envie de présenter à la famille, mais l'autre est là genre, oula, non, moi tu sais, je suis pas prête, c'est un vrai truc pour moi, etc. On n'est pas au même rythme. Et du coup, est-ce qu'il y a un problème d'engagement derrière? Parce que ça peut être différent, mais ça peut aussi aller ensemble. La disponibilité, c'est pareil. Il ne faut pas se leurrer. Si vous êtes en couple, si vous avez comme besoin fondamental de voir votre partenaire au moins 3 fois par semaine parce que vous en ressentez l'envie profonde dans vos tripes de j'ai envie de passer du temps avec, etc., et que la personne elle est ok de vous voir toutes les 2 semaines, on sait qu'il va souffrir. Hein. Ok, donc c'est hyper important de voir ça. Est-ce qu'on est vraiment compatible sur notre manière de voir les choses? Et après même, si je vois plus loin, quand la relation est installée, est-ce que la personne, elle a ses moments pour elle, mais est-ce qu'elle vous inclut dans sa vie? Et est-ce que ça vous convient? Enfin, vraiment, j'insiste, vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous. Tout ce que vous ressentez, toutes les émotions qui vous traversent sont un signal. Donc parfois, il y a aussi des choses à régler de son côté, on est bien d'accord. J'ai fait ce podcast aussi pour ça, pour qu'on avance dans l'autonomie émotionnelle, qu'on se détache de la dépendance affective, etc. Mais pour autant, il y a aussi des signaux qui sont très clairs il y a un manque de compatibilité et finalement, on ne va pas au même endroit. On n'a pas envie des mêmes choses. Et en fait, c'est pas grave. Je sais que c'est douloureux, mais c'est pas grave de se rendre compte que oui, on s'entend bien, on s'adore, on passe des super temps ensemble, mais en fait, là, on fonce droit dans un mur parce que si je veux des enfants et que t'en veux pas, ça va marcher un temps, mais au bout d'un moment, ça va nous rattraper. Si j'ai envie de vivre près de la mer et que t'adores la montagne, il y a un moment où il y en a un des deux qui va être frustré. Donc oui, je banalise pas voilà, le fait qu'en couple, il y a des concessions à faire, il y a des efforts à faire, on n'est plus tout seul en fait, hein, donc clairement, on décide d'être un couple et donc il y a 3 entités pour moi. Il y a l'autre, il y a le couple et il y a nous-mêmes. Donc ça demande un certain équilibre à trouver entre tout ça et ce qui est juste pour chacune des entités. Mais pour autant, si l'autre fait un choix qui le rend profondément heureux et qui vous rend vraiment malheureuse, bah peut-être qu'il y a un problème de compatibilité ici. Donc c'est pour ça que la vision de vie, les besoins affectifs, la façon de gérer les conflits et le tempo relationnel sont des critères hyper importants dans la compatibilité et dans ce qui va faire fonctionner une relation. En fait, est-ce que vous avez déjà
checker ça en vrai ou est-ce que vous vous êtes arrêté à c'est fluide entre nous. Et je pense que ça peut être vraiment le piège de ce que j'appelle les faux signes de compatibilité. C'est-à-dire qu'on va très très vite et surtout quand ça fait longtemps qu'on n'a pas été en couple ou qu'on a un attachement anxieux ou qu'on a du mal à rester seul. Bref, il y a plein de situations où on a très 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 envie d'être dans une relation. Et donc là, on n'est plus concentré sur ce qui est vraiment la compatibilité et ce qui est vraiment important pour construire une relation saine, durable et qui soit, comme j'aime bien dire, écologique pour vous, donc qui vous apporte du bonheur, de la paix, de la sérénité. On va se concentrer sur ce que j'appelle, comme je disais, les faux signes de compatibilité, comme justement la complicité, le truc du on se comprend sans se parler, je le sens hyper fort dans mon corps, je le désire, l'attraction elle est incroyable, quand on est ensemble c'est fou, on rigole trop, on a des points communs, et pire encore, faudrait que j'en fasse un épisode à part entière, mais je vous en parle, on a les mêmes blessures. En fait, ça s'appelle le trauma bond. C'est littéralement le fait de connecter avec des personnes. Ça marche beaucoup dans les amitiés aussi, où finalement notre relation démarre soit parce qu'on a vécu un truc ensemble qui nous a traumatisés, tous les deux, soit on a les mêmes blessures et donc on se comprend tellement, etc. Et en fait, ça peut être un piège. Je dis pas que ça ne peut pas marcher parce que finalement, je pense que ça peut marcher si on a travaillé sur ces blessures-là. Mais si on est encore dans ces blessures, il y a un risque quand même que ça finisse encore une fois par exploser. En fait, le problème, c'est que ça arrive très souvent que, j'entende vraiment surtout dans des relations anxieux évitantes. Il y a un truc de genre c'est mon âme sœur, c'est mon âme jumelle, mais rien de tout ça en fait. Je suis désolée de vous dire ça. Peut-être que vous avez rencontré cette personne ou l'âme de cette personne dans une autre vie en fonction de vos croyances. Je vous le dis en fonction de mes croyances, qu'il y a des schémas qui se rejouent dans cette vie-là, mais la réalité c'est que si ça se rejoue, ça veut dire qu'il y a quelque chose à guérir en fait. Et qu'il y a peut-être des choses à clôturer avec ces personnes. En fait, ce que vous venez rechercher là, c'est vraiment l'attention, le chaos, le manque. Et ces trois critères-là, mais il y en a d'autres, ça peut vraiment, vraiment ressembler à de la passion. Alors qu'en vrai, c'est juste notre système nerveux qui est en train de rejouer ce même schéma. Et en fait, c'est la réalité. Moi, c'est très rare, par exemple, que dans mes... Enfin, j'ai accompagné plus de 400 personnes, donc je peux quand même témoigner de ce que j'ai vu et observé, mais ce que je vois, c'est quand même que le schéma se rejoue dans toutes les relations. Et même si vous ne le voyez pas, parce que parfois c'est très subtil, on se dit non mais c'est pas du tout la même personne, c'est pas du tout le même caractère, ça s'est pas du tout passé de la même manière. Mais en fait le schéma qui se rejoue, c'est ça se passe super bien et tout d'un coup je souffre parce que je me sens rejetée. En fait ça c'est déjà un schéma. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est en contact avec quelqu'un qui vient de déclencher notre blessure de rejet ou d'abandon. Et c'est pas anodin. Donc voilà, donc faut bien comprendre qu'il y a des vrais signes de compatibilité, entre guillemets, des faux signes de compatibilité, et qu'il faut vraiment regarder au bon endroit. Et souvent, si vous n'y arrivez pas, si vous dites ouais mais j'y arrive pas, j'arrive pas à connecter avec cette personne, elle a tout sur le papier, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à l'intérieur de vous qui est à régler. Et encore une fois, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, le but c'est pas d'être avec quelqu'un avec qui on s'ennuie, avec qui c'est voilà, on n'a pas envie de construire, c'est au contraire, c'est de réussir à faire des choix conscients, des choix alignés, de se dire bah, cette personne je la trouve géniale, mais j'arrive pas à connecter avec. Par contre, cette personne aussi je la trouve géniale, c'est la passion, c'est tellement incroyable, le sexe c'est super, mais on ne va pas du tout au même endroit. Je sais pas si j'ai déjà raconté ça ici, mais je pense que oui.
Il y a 12 ans, j'ai rencontré quelqu'un, c'était la première rencontre sur les applications de rencontre pour moi. Et j'ai trouvé cet homme incroyable. Et encore aujourd'hui, vraiment, avec toute la lucidité, la part de moi qui est guérie, etc., je le dis, cet homme était incroyable de ce que j'ai vu de lui. C'était vraiment quelqu'un de bien. Le fait est que on s'est rencontrés, mais il a rencontré plusieurs personnes en même temps. Et en fait, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, quand on s'était vu une ou deux fois, enfin, voilà, il n'avait pas de, entre guillemets, de compte à rendre. Et en fait, voilà, il a choisi l'autre femme. Moi, j'étais dans une période où je venais d'apprendre le cancer de ma mère. J'avais envie d'être à ses côtés. J'avais prévu de faire Erasmus. Finalement, je n'ai pas fait. Donc voilà, moi, j'avais besoin de rester à Paris. C'était très important pour moi. Et il a rencontré une femme qui avait envie de voyager, comme lui, il avait envie de voyager, de prendre ses affaires, de partir faire un road trip en Asie, etc. Clairement, on n'était pas compatibles. À ce moment-là de notre vie, on n'avait pas la même vision. Enfin, je veux dire, j'avais 22 ans. Enfin voilà, ça aurait pu quelques années après, ou ça aurait pu dans un autre contexte. Mais en fait, il faut arrêter d'essayer d'adapter la relation qu'on est en train de vivre à un contexte qui n'est pas la réalité. Parce que la réalité, c'était que on n'avait pas les mêmes envies et que on n'allait pas se retenir ou s'empêcher de vivre quelque chose qu'on avait besoin de vivre à ce moment-là. Et c'est pas grave en fait. Ça m'a fait de la peine sur le moment parce que c'est quelqu'un vraiment pour qui j'avais eu un coup de cœur que j'ai trouvé vraiment génial. Mais, enfin, on s'est vu 5 fois quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... Enfin, je m'en suis remise. Tout va bien. Donc, vraiment, c'est pas grave. Et en plus, le fait est que je crois, en tout cas, qu'aujourd'hui, il est toujours avec cette personne, qu'il est marié et qu'il est très heureux. Donc vraiment, et moi je suis très heureuse de mon côté. Donc c'est important de se dire, en fait, tout ce que je vis aujourd'hui ne détermine pas ce que je vais vivre demain. Et même la douleur d'aujourd'hui finira par partir. C'est une réalité. Ça comptera plus, probablement, dans 5 ans. Donc voilà, donc c'est quand même important de comprendre qu'il y a un vrai truc avec la compatibilité et qu'il faut bien la comprendre et ne pas se tromper. Donc pour ça, c'est important quand même de se poser des questions, d'autant plus pour les personnes qui sont actuellement dans une relation. Posez-vous ces questions-là. La première, c'est est-ce que je peux être moi-même et vraiment soyez honnête envers vous-même. Est-ce que je peux être moi-même dans cette relation? Ou est-ce qu'il y a des choses que je cache, ou il y a des choses que je ne dis pas, ou il y a des émotions que je ne montre pas, ou je me fais toute petite, ou voilà. Pour moi, cette question elle est déjà extrêmement importante. La deuxième chose, c'est est-ce que mes besoins sont accueillis ou est-ce qu'ils sont minimisés? Qu'est-ce que j'entends par là? Quand vous avez ne serait-ce que besoin d'être rassuré. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que la plupart de mes clientes ont l'impression que c'est horrible de devoir être rassurées, comme si c'était une tare. Elles arrivent toutes, ou presque, en me disant « Ouais mais moi, c'est chiant, dans une relation, j'ai trop besoin d'être rassurée. » Tout le monde a besoin d'être rassuré dans une relation, et je vous explique pourquoi en quelques mots. Une relation, ça implique 50% d'incertitude, c'est-à-dire qu'il y a un autre élément qui n'est pas vous dans la relation. Voilà, il y a une personne en face qui n'est pas vous, sur laquelle vous ne pouvez pas avoir le contrôle. Donc, oui, vous avez besoin d'être rassuré. Même une personne qui a un attachement sécure a besoin de se sentir aimée, de se sentir respectée, de se sentir considérée, de se sentir belle aux yeux de la personne en face. Elle n'a pas besoin de ça pour être validée. Elle a juste besoin de ça parce que c'est du bon sens quand on est dans une relation. On a envie que ça nous apporte quelque chose de positif. Et on a besoin de sentir que la relation va continuer, que la personne est bien, qu'on est bien. Enfin, c'est normal. Donc, si vous ne pouvez pas exprimer vos besoins, c'est qu'il y a un problème. Donc, oui, vous avez le droit de partager vos besoins. Si une personne vous fait sentir que c'est vous le problème, si une personne vous fait sentir que
c'est n'importe quoi ce que vous ressentez, que vous en faites des tonnes, que c'est abusé, posez-vous la question de est-ce que vous êtes au bon endroit. Une personne qui vous aime, qui veut votre bien, n'acceptera pas, mais d'aucune façon, de vous avoir fait du mal ou de vous faire du mal. Moi, je me dis, si même ma meilleure amie venait me voir en me disant, tu sais, la dernière fois, quand tu as dit ça, quand tu as fait ça, ça m'a fait de la peine. Peu importe la raison pour laquelle ça lui a fait de la peine, est-ce que ça l'a ramené à un truc d'enfance? Est-ce que ça a touché à ses valeurs d'amitié? Est-ce qu'elle s'est sentie trahie? J'en sais rien. Est-ce que je vais lever les yeux au ciel et lui dire genre, oh ça va? Non, je vais lui dire, je suis désolée de t'avoir blessée. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé pour toi? Comment tu t'es sentie? Si je n'ai pas de ressources, comment j'aurais pu faire? D'essayer de comprendre l'autre. Dans une relation de couple, c'est pareil. Et je suis quasiment sûre que toutes les personnes qui m'écoutent là, vous êtes les premières à écouter les autres, à écouter vos amis, à essayer de comprendre, à ne pas vouloir leur faire de mal. Donc c'est la première chose que vous devez, j'allais dire tolérer, pas du tout, exiger de la personne avec qui vous êtes en couple. Il n'y a personne qui doit vous faire sentir que vous en faites trop. Et vraiment, vous le sentez, c'est intense pour moi parce que pendant longtemps, on m'a dit, tu ne seras jamais trop pour la bonne personne. Et ça m'énervait vraiment. Et j'ai compris. J'ai compris que je ne serai jamais trop pour la personne qui m'aime profondément, qui a envie de faire en sorte que la relation se passe bien. Une autre question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que la personne assume la relation dans la vraie vie? Et quand je dis il assume, c'est pas juste le truc de genre il en a parlé à sa mère. C'est bien d'en parler. Mais est-ce que vous vous sentez inclus dans sa vie? Est-ce que la relation est assumée auprès des amis, auprès de la famille? Mais surtout, est-ce qu'elle est assumée en termes de temps, en termes de priorisation? Ou est-ce que vous êtes, une activité annexe, quoi? De genre, là j'ai un peu de temps, on peut se faire un resto, ou on peut se faire un truc, ou est-ce que la personne choisit de passer tout son week-end avec vous, passer des vacances avec vous, vous voir parce qu'elle a envie de vous voir et vous le sentez? Et la quatrième question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous vous sentez apaisé la majorité du temps? Parce qu'en fait, ça c'est aussi une leçon de vie. C'est qu'une relation amoureuse n'est pas censée vous faire sentir mal la majorité du temps. Vous n'êtes pas censé angoisser la majorité du temps. Vous n'êtes pas censé vous sentir diminué. Vous êtes censé vous sentir apaisé, sereine. Je le dis à toutes mes clientes, qu'elles aient leur objectif personnel et que je les aide à ça, c'est une chose. Mais moi, je me fixe un objectif hyper important pour vous. C'est de vous amener à vous sentir sereine. Moi, ma victoire, c'est quand à la fin d'un accompagnement, mes clients me disent « Je me sens beaucoup plus apaisée, je me sens en paix, je me sens sereine. » Parce que ce sentiment-là, il vaut tout l'or du monde. Et donc, personne au monde ne doit valoir votre paix. Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un qui vient vous enlever ce sentiment-là. Et si vous devez vous convaincre tous les 3 jours que non mais ça va aller, non mais c'est une mauvaise passe, c'est pas de la compatibilité, c'est du déni. Vous êtes en train de fermer les yeux sur la relation telle qu'elle est. Vous pouvez avoir du feeling avec plein de gens. La preuve, c'est que généralement, vous avez eu d'autres relations avant celle que vous êtes en train de vivre là. Et en fait, le cerveau est très bien fait pour vous faire croire aussi que oui, mais ça n'a jamais été comme ça. C'est normal, vous avez oublié, vous avez laissé partir des émotions que vous avez vécues avant. Donc oui, vous pouvez avoir du feeling avec plein de gens, de la compatibilité profonde, vous en aurez avec très peu.
votre boulot à vous, c'est d'arrêter de sacraliser ce qu'est le feeling et de commencer à vous honorer, vous, au sein des relations. Donc, prenez le temps de noter, que ce soit dans la relation actuelle ou dans ce que vous aimeriez, 3 critères de vraie compatibilité que vous n'avez jamais vraiment pris en compte dans vos relations. Et presque faire un mini audit de votre relation ou de votre dernière relation ou de vos dernières relations si vous avez envie, sous ce prisme-là. Quand je prends en compte tous ces critères de compatibilité, qu'est-ce que je peux observer de ma relation ou de mes dernières relations? J'espère que cet épisode vous aura aidé à ouvrir les yeux sur ce qui vous permettra à terme de construire des relations qui soient saines pour vous et qui vous rendront vraiment heureuse. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode, ma foi, très intéressant aussi, qui vous aidera aussi à évoluer sur le chemin de l'autonomie émotionnelle, de l'indépendance affective. D'ici là, prenez soin de vous avec tout mon amour comme toujours. À la semaine prochaine.